Bonjour à tous. Alors, à travers cette vidéo, nous allons voir un peu au niveau de l'entretien diagnostic tout ce qu'on essaye de dire au mieux au niveau de l'accueil, de la pose du cadre, de l'investigation et de la clôture de l'entretien. Donc l'entretien diagnostic, clairement, permet d'avoir un maximum d'informations autour de plusieurs thèmes, car on ne connaît pas la personne et vu qu'on souhaite l'accompagner au mieux et lui proposer des axes d'accompagnement adaptés, on investigue sa situation. Mais on ne l'investigue pas, bien évidemment, n'importe comment. Donc déjà, on accueille la personne à bras ouverts, on sait à quel point l'accueil... Les premières minutes d'accroche avec quelqu'un sont extrêmement importantes, ça peut créer l'alliance de travail et la confiance, ou voire pas du tout. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de l'accueillir avec le sourire, d'aller la chercher, de l'inviter à s'asseoir, de demander comment elle va, ou comment est-ce que la remercier d'être venue. C'est vrai que c'est très important de se sentir bien accueilli par quelqu'un en toute bienveillance, clairement. Donc après, c'est bien de se présenter soi, où est-ce qu'on travaille, ses missions, et éventuellement le dispositif, tout dépend dans quel type de structure vous êtes. Ensuite, c'est bien aussi de pouvoir annoncer l'objectif de votre entretien. Là, en l'occurrence, on est bien sur un entretien diagnostic qui permet de faire le point sur la situation afin de l'accompagner au mieux dans son parcours d'insertion, que ce soit à Pôle emploi, la mission locale, au CCAS, dans un atelier chantier d'insertion, au sein d'une entreprise d'insertion, etc., etc. Forcément, vous avez plus ou moins toutes les mêmes missions qui est d'accompagner la personne et de lever les freins pour pouvoir avoir accès à l'emploi durable, donc améliorer leur employabilité. Ça, vous avez à peu près toutes les mêmes missions, qu'importe les structures, mais chaque structure fonctionne forcément différemment et c'est bien de pouvoir dire à la personne dans quelle structure vous êtes. Ensuite, c'est bien de pouvoir annoncer le déroulé de votre entretien. Donc aujourd'hui, on est là pour un entretien diagnostic et nous allons parler dans un premier temps de votre situation sociale, familiale, administrative. Dans un second temps, de votre parcours de formation et de votre parcours professionnel. Et ensuite de votre projet professionnel parce que en fonction... On accompagne la personne à faire émerger son projet professionnel pour pouvoir ensuite le réaliser, bien évidemment, tant qu'à faire. On annonce aussi la durée de l'entretien, souvent donc là pour le jury. En l'occurrence, si vous passez votre titre professionnel ou au moins le CCP1 du titre professionnel CIP, vous avez une mise en situation de 30 minutes sur l'entretien diagnostic. Donc vous pouvez annoncer 30 minutes d'entretien. Parfois, dans la réalité, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ça dépend du temps qu'on a, ça dépend des structures, ça dépend de tellement de choses. Mais là, vous pourrez annoncer 30 minutes. Et c'est vrai de demander éventuellement, est-ce que c'est bon, on a 30 minutes, est-ce que tout est OK pour vous, il n'y a pas de contrainte horaire. Voilà, surtout parler aussi donc, de la politique de confidentialité. C'est-à-dire qu'en effet, on est soumis à la confidentialité. Parfois, on va partager des informations avec notre collègue, donc on met au courant la personne. On peut aussi partager des informations avec des partenaires seulement si c'est utile à la situation avec l'accord de la personne. Obligatoirement, elle vous donne son accord. Et vous allez aussi demander l'autorisation de la prise de notes parce qu'on est tous des êtres humains. On ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on nous dit. Le fait de prendre des notes, après on y revient, on fait des synthèses partielles. Ça nous permet de voir si on a oublié des choses ou pas. On essaye aussi, là je parle de technique de communication, de reformuler pour être sûr de bien vérifier qu'on a bien compris ce que la personne nous disait. Et en tout cas, la prise de notes nous permettra à la fin de faire un compte-rendu de l'entretien et de le remettre à la personne. Et vous, ça vous permet de la suivre clairement dans son parcours. Si on ne note rien, je pense qu'il peut y avoir des gros ratés parce qu'on ne retient pas tout, ce qui est normal. On se montre ouvert, on demande si la personne a des questions, voilà, on montre notre disponibilité et on peut demander à la personne de se présenter. Là, ça dépend pareil également des structures, mais pourquoi, voilà, quel est l'objectif de sa venue, pourquoi elle est venue vous voir, qu'est-ce qu'elle attend de nous. Ensuite, donc, on va aller investiguer la situation sociale, familiale, administrative.
Donc en effet, prendre la date de naissance de la personne, c'est très important pour pouvoir ensuite, quand on lui propose des dispositifs, il y a des dispositifs qui s'arrêtent à certains âges, il y a des choses dont on ne peut pas avoir accès au-dessus de 25 ans, en dessous de 25 ans, donc ça permet un peu de voir quel dispositif à un moment on peut lui proposer. Vous allez investiguer, donc si elle est de nationalité française, bon, est-ce qu'elle a des documents administratifs à jour, et sinon est-ce qu'elle a un titre de séjour, et c'est surtout la date de fin de validité du titre de séjour et si elle est autorisée à travailler ou non. Surtout, bon, en l'occurrence, tout dépend des préfectures, mais parfois le délai est très long pour refaire les titres de séjour, donc c'est bien de s'y prendre à l'avance et d'avoir la date de fin, parce que ça peut mettre à mal un parcours d'insertion si on n'a pas bien anticipé la date de fin de titre de séjour. Ensuite, savoir quelle situation elle est, dans quelle situation familiale elle est, d'ailleurs dans la mise en situation, je ne te l'ai pas demandé. Est-ce qu'elle est célibataire, mariée, divorcée, veuve, en concubinage, et savoir combien elle a d'enfants. Donc ce n'est pas de la curiosité mal placée, si ça nous permet de voir un peu dans quelle situation elle est, et si elle a des enfants, combien d'enfants, quel âge. En effet, c'est pas la même situation si on a 4 enfants de moins de 5 ans ou si on a 4 enfants de plus de 18 ans. Est-ce que les enfants sont scolarisés? En gros, est-ce que l'organisation avec ces enfants lui permet de pouvoir être disponible pour l'emploi ou pour l'accompagnement ou non? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'elle le soit à long terme? Parce qu'on sait que ça peut être un frein à la formation ou à l'emploi. Aller investiguer sur le logement, dans quelles conditions elle vit, où est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle est en location privée, est-ce qu'elle est en location bailleur sociaux, est-ce qu'elle est hébergée par un tiers, est-ce qu'elle vit dans un squat, est-ce qu'elle vit dans sa voiture, voilà un peu c'est les conditions de vie. On peut essayer d'aller, est-ce que c'est salubre, insalubre, est-ce qu'elle veut changer, voilà, vraiment aller investiguer aussi peut-être l'endroit, savoir s'il y a des bus, la mobilité, que j'ai également oublié tout à l'heure, la mobilité très importante de savoir comment la personne se déplace. Oups, je fais voler mon stylo. Donc la mobilité, en effet, est-ce qu'elle a le permis, est-ce qu'elle a un véhicule, est-ce qu'elle n'a pas de véhicule, pour investiguer tout ça. Ses ressources, est-ce que, donc là, bon, en atelier chantier d'insertion, la personne a un salaire à la fin, mais à la mission locale, peut-être que les personnes n'ont pas de ressources avant. Est-ce qu'elles sont bénéficiaires du RSA? Donc les différentes ressources, ça peut être bénéficiaire du RSA, salarié ou salarié en insertion, bénéficiaire de l'ASS, bénéficiaire de l'ARE, aide de retour à l'emploi, bénéficiaire, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, l'AAH, tout à fait, allocation adulte handicapé. Voilà, on peut bénéficier de plusieurs aides en fonction de notre situation. Je vous laisserai aller chercher l'ASS si vous ne savez pas trop ce que c'est également, ou les autres sigles, l'ASS, allocation de solidarité spécifique. Au niveau de la santé, on sait que la santé peut être un frein à l'insertion également. Si on ne prend pas soin de sa santé, c'est très dur d'aller travailler. Donc voilà, est-ce que la personne, elle se fait suivre? Attention, hein, la personne n'a pas besoin de vous dire si elles ont des soucis de santé. Ça, c'est du secret médical. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elle est suivie, est-ce qu'elle a une couverture à jour à 100%, donc soit elle a une mutuelle ou soit elle a une CSS. Est-ce qu'elle a une carte vitale, ce qui facilite l'accès aux soins? Est-ce qu'elle a un compte Amélie, parce que ça permet en tout cas de faciliter l'accès aux soins en refaisant la CSS si elle n'est pas à jour? Et est-ce que la personne a une situation de handicap, reconnue ou non reconnue? Ou en tout cas, quelles sont ses contraintes professionnelles? On n'a pas besoin de savoir quel est son handicap, mais quelles sont les contraintes professionnelles liées à son handicap? Est-ce qu'elle peut porter du lourd, pas porter du lourd? Est-ce qu'elle doit se lever régulièrement, faire position debout, assise régulièrement ou non? Est-ce que cette personne a des soucis avec la justice? Parfois, attention, on ne demande pas. C'est là, c'est bien de. On ne met pas les publics dans des cases, mais on sait qu'il y a des publics qui ont plus de chances d'avoir accès à des soucis de justice que d'autres, et parfois ça ne veut absolument rien dire, bien évidemment. Mais ce qui permet, si la personne elle a une mesure judiciaire pendant 2 ans, ça permet de bien de lui dire, écoute, c'est un enjeu encore plus primordial de travailler ton insertion
professionnel. Donc on y met encore un double sens. Et si la personne est suivie par un SPIP, ça permet clairement aussi de dire si tu veux, on peut faire remonter toutes les démarches que tu fais à ton SPIP pour que derrière, il voit que tu es vraiment dans une démarche d'insertion. Et puis parfois, quand les personnes ne nous disent pas qu'elle a des soucis avec la justice, on ne sait pas qu'il va y avoir une audience bientôt. Et puis on est à fond dans un projet, on y va, on est presque au bout du projet, l'audience tombe, la personne rentre à l'intérieur, au centre pénitentiaire, et là on se dit mince, j'ai raté une information. Et on aurait pu en effet faire en sorte, on n'est pas avocat, mais on aurait pu faire en sorte qu'on puisse faire voir qu'elle est dans un parcours d'insertion. On ne sait jamais si ça peut ou non jouer en sa faveur ou non. Ensuite, donc, on investigue le parcours de formation, la dernière classe fréquentée. Ça nous permet un peu de voir si elle est éloignée ou non au niveau de l'apprentissage, de la formation, le fait de savoir si elle a arrêté en 4e, en 6e, en 5e, on sait qu'il va peut-être y avoir des petites difficultés de compétences clés de lecture, d'écriture et de compréhension. Attention, encore une fois, on ne met personne dans une case, mais on peut se dire que ça peut être compliqué. Donc là, on prendra beaucoup plus notre temps. Une personne qui a un niveau CAP, on essaye d'aller investiguer aussi ses compétences clés. Une personne qui est allée jusqu'au bac, on sent qu'elle est normalement la fin de la scolarité est plus proche, tout dépend de quel âge elle a, mais ça permet un peu de mesurer la difficulté ou non pour elle de reprendre un parcours de formation pour répondre à son projet professionnel si besoin. Ensuite, on va aller investiguer si elle a fait d'autres formations. Son parcours professionnel, donc dans son parcours professionnel, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, quel intitulé de poste, quand, combien de temps, quel type de contrat et si elle a aimé ou si elle n'a pas aimé. Si le contrat ou si la formation s'est arrêtée en plein milieu, qu'est-ce qui s'est passé pour éviter de remettre encore une fois les personnes dans le même fonctionnement. Après, on évolue avec le temps, on peut avoir une chose qui nous a fait arrêter notre formation il y a 10 ans et qu'aujourd'hui ça fonctionne. C'est là où l'art de l'investigation est de discuter avec la personne. Et on va aussi, donc les stages, le bénévolat et les jobs sont importants à prendre en compte parce que c'est de l'expérience et c'est des compétences que les personnes ont pu développer. Même si ce n'est pas déclaré, les gens développent des compétences, bien évidemment. Et ceci m'engage, je sais que tous les professionnels ne sont pas toujours d'accord avec ça. Et le projet professionnel, c'est très important, aller un petit peu investiguer quel projet ils ont envie de faire, est-ce qu'ils ont déjà eu de l'expérience dans ce projet, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de faire ça pour pouvoir ensuite, en accompagnement de suivi, le travailler avec eux. Et donc la méthode ADVP qui aura lieu dans le CCP2 est une méthode pour faire émerger un projet professionnel et puis pouvoir le réaliser en essayant de bien gérer toutes les étapes. Voilà, la clôture de l'entretien. Donc, pendant l'entretien, on essaye de refaire des synthèses partielles, c'est-à-dire qu'on revoit chaque gros point, d'ailleurs pour vérifier si on a oublié des choses. On prépare une trame. En effet, quand on n'a pas de trame bien faite, on peut oublier des choses. Donc à travers cette vidéo, vous allez pouvoir vous dire ok, je crée ma propre trame pour ne rien oublier. Ensuite, on essaye avec elle de co-construire le plan d'action en fonction des difficultés rencontrées. On essaye que la personne puisse elle-même identifier ses propres besoins pour qu'elle-même trouve ses propres solutions. Ça dépend de la personne. On n'est pas obligé de le faire lors du premier rendez-vous, on peut le faire au deuxième rendez-vous pour co-construire le plan d'action avec la personne en fonction des problématiques repérées. On reformule pour vérifier la compréhension de la personne. On essaye de ne pas lui couper la parole. Finalement, on se rend compte que c'est pas évident de ne pas couper la parole aux gens. On essaye vraiment d'être dans des signes d'écoute active, que la personne elle voit qu'on est avec elle. On se montre disponible. À la fin, on lui remet, si on peut, la synthèse de l'entretien ou en tout cas on lui envoie par mail. On lui remet notre numéro. On essaye de refixer un rendez-vous pour faire voir que la personne elle sait qu'on va se revoir. Souvent, quand on ne fixe pas de rendez-vous, soit elle change de numéro, on n'arrive plus à contacter, on risque de la perdre dans un parcours, donc on essaye, nous, de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver.
Et puis voilà, on essaye de faire en sorte qu'elle revienne la prochaine fois, qu'importe ses difficultés, et qu'on puisse lui redonner un petit peu d'espoir dans son parcours, parce qu'il y a en effet des personnes qui n'ont plus confiance aux institutions, aux professionnels, qui ont été désillusionnés. Donc là, la relation de confiance et créer l'alliance de travail est vraiment très importante. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé pour pouvoir faire votre trame. Même si on vous en propose une sur le site, parfois elle n'est pas toujours adaptée. Et ah oui, et on demande aussi si la personne est déjà suivie aussi avec un autre professionnel. Parfois il y a des assistantes sociales, d'autres associations qui sont intervenues dans le parcours. C'est important de pouvoir aussi voir si elle a été suivie par d'autres personnes. J'espère ne rien avoir oublié, d'avoir été assez claire. Et puis je vous dis à très bientôt.